Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois qu'il est 11 heures pour les personnes qui sont connectées. Donc, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Dans le cadre de notre série des webinaires, donc les mardis de l'alternance, qui ont pour objectif de vous donner les clés pour faire de votre recrutement un succès, nous vous proposons aujourd'hui une présentation sur la thématique du contrat de professionnalisation, qui sera co-animée donc par Élise Gros, donc conseillère formation de l'OPCO2I Pays de la Loire, et par moi-même, donc conseiller référent alternance au sein de l'OPCO2I Occitanie. En support de cette présentation, il y a également Julie Langlois et Marjorie Ponce qui sont à votre disposition pour répondre aux questions sur le chat. Voilà. Donc, afin que la présentation se déroule dans les meilleures conditions, vos micros ont été volontairement coupés et nous vous invitons à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à l'issue de la présentation. Voilà, dès qu'on aura fini la présentation, on pourra avoir un temps d'échange par rapport à vos questions. Donc, les points suivants seront abordés. Donc, le contrat de travail en lui-même, le CERFA et sa complétude, les points de contrôle de locaux sur la conformité du contrat, les ruptures absences, avenants et succession de contrat, la convention de formation et les différentes pièces à transmettre pour la réalisation et l'enregistrement du contrat de professionnalisation. Voilà. Donc, avant de commencer sur la thématique du contrat de professionnalisation, on va vous faire un petit rappel avec une présentation de l'OPCO2I. Donc, pour rappeler nos principales missions. Donc, les principales missions de l'OPCO2I, c'est d'anticiper les évolutions en matière d'emploi, identifier les besoins en compétences, développer l'alternance et apporter un appui technique aux branches professionnelles. Donc, c'est autant de missions qui ont été menées à bien par l'OPCO2I depuis sa création, depuis le 1er janvier 2020. Donc, l'OPCO2I rassemble plusieurs branches professionnelles, d'environ 32 branches professionnelles qui sont structurées en 11 sections paritaires professionnelles, toutes représentées au sein de nos organes de gouvernance et qui sont entre autres la métallurgie, la chimie ou bien encore la maroquinerie. Voilà. On a également la plasturgie, le nautisme, le composite. Donc voilà. En quelques chiffres, donc, avant de parler des chiffres, donc, juste pour vous expliquer que l'OPCO2I est réparti selon 12 délégations régionales. Voilà, donc c'est 12 délégations régionales qui représentent un peu plus de 800 collaborateurs, dont près de 250 conseillers de proximité. Donc sur la carte, vous pourrez ensuite trouver les coordonnées de chacun de vos conseillers gestionnaires via le lien qui s'affiche sur la présentation. Voilà, donc c'est pour dire que vous avez vraiment un conseiller dédié par entreprise qui assure le service de proximité sur votre territoire. Voilà. En quelques chiffres, donc l'OPCO2I, ça représente un peu plus de 62 000 entreprises qui ont été accompagnées depuis sa création, 134 000 alternants qui ont été recrutés par les entreprises industrielles. Donc voilà, donc c'est 134 000 alternants puis bénéficier d'un financement de la part de l'OPCO2I et d'un accompagnement. Ensuite, donc on va directement ensuite enchaîner sur la thématique d'aujourd'hui, qui est le contrat de professionnalisation. Alors là, je vais un peu trop vite dans l'avancement. Voilà, donc le contrat de professionnalisation, donc c'est un contrat de travail qui peut prendre la forme qui peut être conclu en CDD ou en CDI. Et c'est un contrat de travail qui est conclu entre une entreprise et un jeune. Donc un jeune âgé de 16 à 25 ans révolu ou un demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus. L'objectif du contrat de professionnalisation, c'est de viser 3 types d'objectifs. Donc le premier objectif possible, c'est un titre ou diplôme inscrit au RNCP. Deuxième objectif possible, un CQP, c'est-à-dire un certificat de qualification professionnelle de branche. Et troisième type d'objectif, c'est une reconnaissance CCN, c'est-à-dire une qualification d'emploi reconnue dans une classification nationale de branche. Donc l'objectif du contrat de professionnalisation à terme, c'est de favoriser l'insertion et le retour à l'emploi des jeunes et des adultes. Donc ensuite, la durée du contrat peut varier de 6 mois à 12 mois et peut être portée jusqu'à 24 mois, voire 36 mois pour certains publics dits prioritaires. Parmi les publics prioritaires, on va avoir notamment les personnes inscrites à Pôle emploi depuis au moins 12 mois. Voilà. Après, il faut prendre en compte que la durée du contrat de professionnalisation, il faut prévoir dans le cadre du contrat de professionnalisation une durée de formation correspondant entre 15 et équivalent entre 15 et 25% de la durée totale du contrat sans être inférieur à 150 heures de formation. Quand on parle de formation, c'est de la formation théorique faite dans le cas, dispensée en centre de formation. Et après, donc c'est une alternance entre le centre de formation et le poste de travail en entreprise. Voilà.
Ensuite, je vais laisser la main à Élise Gros qui va vous présenter le CERFA et la complétude du CERFA. Alors, bonjour à tous. Donc, le contrat de professionnalisation, donc, il est établi via un formulaire qu'on appelle le CERFA, qui se compose en 5 parties. Vous allez avoir le contrat de professionnalisation. Donc, il est forcément signé entre l'entreprise et l'alternant. Il doit être obligatoirement transmis à l'OPCO via votre portail Mon Compte de Vie. Et vous avez 5 jours pour le transmettre après la signature du contrat, avec l'ensemble des pièces constitutives à votre demande. L'OPCO a donc ensuite 20 jours à compter de la date de réception du dossier complet pour vérifier la conformité du contrat et prendre une décision sur le financement ou pas de celui-ci. Le contrat est ensuite enregistré et déposé à l'adresse pour enregistrement par leur service directement. L'organisme de formation élabore avec l'entreprise un parcours de formation qui sera renseigné dans une convention de formation. Donc, on vous a mis ici un modèle de CERFA. Vous aurez donc le lien via le formulaire du CERFA qui est disponible directement sur le site Mon Compte de Vie, qui vous aide à remplir directement le CERFA module par module. Et vous avez également la notice qui vous aide à trouver en fait les codes qu'il faut renseigner sur le CERFA directement pour établir votre contrat de travail. On ne vous conseille pas de faire un autre contrat de travail associé au CERFA, sauf si vous avez des particularités pour votre entreprise. Donc, nous allons voir donc, les 5 parties. Donc, la première partie, c'est l'employeur. On vous apporte une grosse vigilance concernant l'adresse de mail que vous renseignez au niveau de cette partie de l'employeur, puisque c'est cette adresse mail qui va vous permettre de faire l'échange avec l'ASP, l'Agence de services de paiement, qui utilisera pour échanger avec vous sur les aides à l'embauche éventuelles. Vous avez la caisse de retraite complémentaire qui est forcément à renseigner. Vous devez mettre aussi l'IDCC, donc la convention collective applicable, ce qui va nous permettre en fait de déterminer par la suite votre prise en charge, puisque c'est avec la prise en charge que l'on va pouvoir définir votre accompagnement financier par rapport à votre contrat. Alors, hormis les informations habituelles comme le nom, prénom du stagiaire, il faut désormais le numéro de sécurité sociale complet du salarié, dont la clé. Et dans le cas d'un alternant de plus de 26 ans, il faut que celui-ci soit inscrit à Pôle emploi et nous allons avoir besoin de son numéro d'enregistrement et du nombre de mois d'inscription. Il doit être inscrit et pas forcément indemnisé. Nous allons du coup aborder ensuite le tuteur. Sur la partie du tuteur, donc pour rappel, pour être tuteur, le salarié doit justifier d'au moins 2 ans en rapport avec la qualification préparée. S'il est salarié, il peut avoir maximum 3 alternants, dont 2 apprentis pour le gérant de l'entreprise. Il peut encadrer maximum 2 alternants. Celle-ci est matérialisée par la coche sur le CERFA. N'oubliez pas de cocher cette case, qui est très importante, pour que nous, on puisse valider en fait le fait qu'il peut être tuteur et que du coup, ça ne bloque pas après l'enregistrement de votre contrat. Sur la partie contrat, celle-ci se complète en prenant la notice du CERFA afin que vous puissiez connaître les codes à indiquer. Il faut être vigilant sur le coefficient et le niveau du salarié que vous allez indiquer, puisque celui-ci va déterminer la rémunération de l'alternant. Vous allez retrouver ça ici, les niveaux et les coefficients hiérarchiques. Concernant la rémunération, il faut appliquer le légal, sauf dans le cas d'un accord de branche ou d'un accord entreprise, où là, on appliquera le barème de l'entreprise. Autre précision, les dates de contrat doivent inclure les dates de formation. C'est-à-dire que vous devez respecter une règle qui permet que le contrat peut commencer 2 mois au plus tôt avant le démarrage de l'action de formation et peut se terminer maximum 2 mois après l'obtention de la certification, sauf pour les CQP, puisque une tolérance que de 1 mois n'est appliquée.
Sur la partie formation, on va vous apporter une vigilance concernant le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. Il faut que celui-ci soit actif au moment de la signature du contrat. On vous a mis le lien pour France Compétences. Et du coup, vous allez pouvoir faire une recherche avec le code RNCP. Donc, il faut bien qu'il soit actif. C'est un point de vigilance que l'on contrôle au moment de la signature du contrat. L'OPCO est garant de la conformité du contrat. Pour cela, on va procéder à des contrôles qui s'appuient sur 4 points principaux. On va notamment contrôler donc le public éligible. Et pour rappel, une nouvelle fois, le plus de 26 ans doit être inscrit à Pôle emploi. C'est une importance, c'est un point qu'on insiste un petit peu peut-être ce matin, mais c'est nos plus grosses problématiques sur nos points de contrôle. La date et la durée du contrat, la présence d'un tuteur et le respect des grilles minimales de rémunération. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller concernant la partie rémunération qui pourra vous aider à compléter le CERFA. Il est vraiment très important de bien remplir le CERFA puisque c'est comme ça que ça va faciliter les aides et leur versement. Puisque nous transmettons ce document-là à la direction du travail qui va mettre en lien avec l'ASP. Je vais passer la main à Maxime pour les ruptures, absences et avenants. Oui, merci Élise. Donc là, je rappelle voilà, les points importants aussi par rapport au fait de bien remplir le CERFA, puisque si jamais il y a une incohérence entre les informations transmises, enfin les informations renseignées sur le CERFA qui sont transmises à l'OPCO, et qu'ensuite il y a une différence entre les informations que l'entreprise a transmises via sa DSN, ben, ça va bloquer le versement des aides exceptionnelles à l'alternance, par exemple. Donc, par exemple, un contrat avec un CERFA renseigné sur tel numéro ciré et qu'après il y a une DSN qui est renseignée avec un autre numéro ciré, c'est-à-dire un numéro ciré qui n'a pas de cohérence, ou du moins qui est différent de celui qui est enregistré sur le CERFA, ben, ça va bloquer le versement de l'aide. Donc, du coup, c'est un type de problématique qui nous revient souvent. Et dans ce cas-là, l'entreprise est obligée de revenir vers nous pour que nous, on puisse procéder à une modification, notamment du ciré qui est déclaré. Voilà, il faut bien renseigner ces 4 points d'information lorsque vous allez déposer votre CERFA, c'est-à-dire le contrat de professionnalisation auprès de votre OPCO, puisque derrière, ça a une incidence voilà, justement sur le versement de l'aide. Voilà. Donc là, si vous avez vraiment la moindre question ou la moindre problématique par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à revenir vers votre conseiller en charge du contrat. Donc ensuite, je vais poursuivre sur les cas de rupture, d'absence d'avenant et les cas de succession de contrat. Parce qu'en fait, un contrat de professionnalisation, lors de son déroulement, peut être impacté par des événements ayant une incidence sur son cycle de vie. Donc pour ça, l'entreprise va pouvoir mettre en place soit une rupture anticipée, soit faire un avenant. Alors l'avenant peut intervenir dans le cadre, s'il y a une augmentation du nombre d'heures de formation pendant la durée du contrat, on peut faire un avenant, toujours en étant dans le respect des fameux toujours en étant dans le respect du ratio entre 15 et 25% de la durée du contrat. On peut faire un avenant pour repousser la date de fin de contrat s'il y a eu on va dire un décalage de la soutenance ou de l'examen. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'entreprise fait une rupture ou un avenant de contrat, il faut transmettre le justificatif à l'OPCO. Donc, dans le cadre d'un avenant, vous pouvez transmettre un avenant vous pouvez transmettre un avenant à votre conseiller. Donc, pour ça, il faut rédiger un CERFA. Et donc, un CERFA, il va prendre le code 30, on va le voir juste après. Je reviens juste avant ça dans le cadre d'une rupture anticipée. Donc, pour déclarer une rupture, il est obligatoire de déclarer la rupture auprès de votre OPCO. Donc, pour ça, il faut que vous renvoyiez une copie de la lettre de rupture à votre OPCO, donc soit par le biais de votre conseiller ou de votre gestionnaire, et lui indiquer la date effective de rupture. Et donc, après, l'entreprise a un délai de 30 jours pour transmettre une copie de la rupture à l'URSSAF, à l'OPCO et à la Durect. Voilà. Et donc après, il va y avoir forcément une incidence sur le paiement du contrat, puisqu'après, l'OPCO va financer les heures de formation qui seront réalisées jusqu'à la date effective de rupture. Voilà.
Et il faut savoir que l'OPCO ne paiera pas, ne réglera pas les heures d'absence ou les heures effectuées au-delà de la date effective de rupture si l'alternant poursuit sa formation à l'issue de la rupture. Là, on n'est plus dans le cadre, on n'est pas dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Les règles de financement sont différentes d'un contrat d'apprentissage. Voilà. Donc ensuite, dans le cadre d'un avenant, l'employeur doit informer l'OPCO de toute modification d'un élément essentiel du contrat faisant l'objet d'un avenant. Donc cet avenant, il doit être transmis soit par mail, soit par dépôt sur la plateforme Mon Compte de J, mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'avoir, nous, une notification de réception d'un avenant par le biais de la plateforme Mon Compte de J. Donc pour l'instant, on fonctionne par le biais de la transmission de l'avenant auprès du gestionnaire par mail. Donc l'avenant, c'est le support pour faire un avenant, c'est le même que lors d'un dépôt du CERFA classique. C'est le CERFA, c'est-à-dire c'est le CERFA du contrat de professionnalisation. La seule différence va être la codification du type de contrat. Donc dans la partie type de contrat, au lieu d'avoir ce qu'on appelle un code 11 qui signifie contrat initial, l'avenant devra porter automatiquement, systématiquement, le code 30. Et on devra également avoir la date d'effet de l'avenant. Voilà. Donc ces informations seront obligatoires pour la prise en compte de l'avenant et l'enregistrement. Voilà. Donc ensuite, on va parler des cas de succession de contrat. Donc dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, il est prévu, la loi prévoit qu'un employeur, un même employeur et un même salarié puissent signer, conclure 2 contrats de professionnalisation maximum. Donc, c'est un contrat de professionnalisation avec un renouvellement possible dans les conditions suivantes, à savoir si le bénéficiaire du contrat a obtenu la qualification visée, il peut conclure un nouveau contrat de professionnalisation avec le même employeur si le nouveau contrat prépare une qualification supérieure ou complémentaire à celle qu'il a acquise lors du précédent contrat. Autre motif de renouvellement possible, si le bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification visée pour les motifs suivants, donc échec aux épreuves d'examen, cause de maternité, cause de maladie, cause d'accident du travail, maladie professionnelle ou défaillance de l'organisme de formation. Alors, quand on parle de défaillance de l'organisme de formation, ça va être souvent un organisme de formation qui dépose le bilan ou qui est en liquidation. Voilà, ça ne va pas être un cas où l'alternant ne se plaît pas dans un organisme de formation, il ne se change pas dans le cadre d'une défaillance d'organisme de formation. Voilà, donc ça, c'est vraiment les motifs qui vont permettre à un employeur de renouveler un contrat de professionnalisation avec le même apprenant. Voilà. Et je tiens à rappeler également que quand un apprenant est en arrêt maladie, il faut savoir que l'arrêt maladie ne prolonge pas obligatoirement la durée du contrat. On reste sur la même durée de fin conclue, sauf si l'entreprise décide de signer un avenant avec l'apprenant. Voilà. Donc, Élise, je te laisse reprendre la main pour les pièces complémentaires du contrat. Alors, nous allons voir donc les pièces constitutives du contrat de professionnalisation. Donc, on va avoir la convention de formation. Donc, la convention de formation, c'est un document obligatoire qui va écrire les règles sur les conditions financières du contrat entre l'organisme de formation et l'entreprise. Elle est donc signée par les parties prenantes. La convention de formation a des mentions obligatoires telles que donc l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens qui vont être prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi, de la sanction, de l'action, et le prix et les modalités de règlement. Donc, il faut absolument que votre organisme de formation soit Calliope. C'est une obligation légale, puisque désormais, les organismes de formation doivent avoir la certification Calliope, qui est indispensable pour que les OPCO puissent intervenir dans le cadre d'un financement. On remet également le code RNCP, ce qui va permettre déjà de pouvoir trouver le bon code RNCP qui correspond à la bonne formation et du coup de définir votre niveau de prise en charge qui pourrait être défini selon votre convention collective. Vous pouvez aussi indiquer les cas de rupture. Est-ce que comment ça se passe dans le cadre d'une rupture avec cet organisme de formation-là? Et les modalités de facturation qu'on évoquera ultérieurement. N'hésitez pas à indiquer tout ce que vous pouvez dans la convention de formation.
puisque c'est ça, c'est le contrat que vous engagez avec l'organisme de formation. Donc, les pièces qu'il faut nous transmettre. Donc, la transmission se fait via Mon Compte 2i, le portail que les entreprises ont. Il faudra nous mettre donc le CERFA signé, la convention de formation, programme, calendrier et le CV de l'alternant. Nous allons donc nous contrôler l'ensemble des pièces et on procédera ensuite à l'engagement selon l'accord de la branche de votre entreprise. Vous pouvez faire de la subrogation de paiement. Ce qu'on appelle subrogation de paiement, c'est que nous, on paye directement l'organisme de formation, suivant inévitablement la prise en charge définie par votre branche. On peut soit faire une subrogation partielle, soit une subrogation totale. Dans ce cadre-là, la différence entre notre prise en charge et le coût de l'organisme se fera par un versement à l'OPCO directement via votre entreprise. Ce qu'on appelle chez nous un versement volontaire. C'est un document que vous recevez que vous demande la différence. La modalité de paiement donc se fait par un certificat de réalisation ou des attestations de présence et une facture en notre nom. Voilà, donc je pense qu'on a C'était fini peut-être notre un peu rapide. présentation. Alors, du coup, on a parfaitement respecté le timing du coup, qui nous était imposé donc, de monter à 30 minutes, ce qui fait que ça va nous permettre en même temps de répondre aux questions qui ont été posées. Alors, Marjorie ou Julie, est-ce que vous avez relevé certaines questions sur lesquelles on peut répondre là, puisqu'il nous reste un peu de temps pour pouvoir répondre aux questions? Alors, je vais prendre les questions qui sont posées dans le chat. Vous avez répondu déjà à pas mal de questions, les filles, je vois. Oui, bonjour. On a répondu à quelques questions. Il nous en reste encore quelques-unes à traiter. On peut Oui. en prendre quelques-unes, effectivement, ou sinon, de toute façon, même si la présentation est terminée, on peut encore continuer à répondre dans le fil de la conversation si on ne répondait pas assez rapidement. Il y en a une, si vous voulez que je vous Ah oui, je veux la bien soumette. que tu nous soumettes les questions, s'il te plaît. Alors, si l'alternant est inscrit à Pôle emploi, devons-nous transmettre son attestation d'inscription au Pôle emploi lors du dépôt sur la plateforme OPCO2i? Tu veux répondre, Élise, ou je réponds? Comme tu veux, Maxime. Allez, je te laisse répondre aussi. Alors, vous pouvez nous le transmettre. C'est pas une pièce obligatoire, mais ça peut nous aider à vous accompagner sur le public prioritaire, puisque du coup, nous, on aura forcément le nombre de mois d'inscription à Pôle emploi. Information que vous devez inscrire sur le CERFA, mais ça nous permet d'avoir ce document-là, de valider en fait l'élément et du coup, peut-être que vous allez rentrer dans un cas de public prioritaire et donc dans ce cas, le financement apporté pourrait être meilleur. Donc n'hésitez pas à nous transmettre tous les documents que vous pensez qui peuvent être utiles, comme notamment, on vous disait le CV qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être une pièce importante pour nous, pour vous accompagner au mieux dans le financement de votre contrat. Oui, alors je tiens pour compléter ta réponse, Élise, donc c'est exactement le cas. Donc l'attestation Pôle emploi n'est pas une pièce obligatoire lors du dépôt du contrat. Néanmoins, c'est une pièce que nous, on va réclamer si toutefois on reçoit un contrat de professionnalisation dans lequel il est indiqué sur le CERFA que la personne n'était pas inscrite à Pôle emploi alors qu'elle a plus de 26 ans. Donc là, ça va être, de notre côté, nous, ça va nous donner une alerte pour nous dire, ah ben là, typiquement, on est sur un cas potentiel de refus de contrat pro, donc on ne va pas refuser le contrat pro à première vue comme ça. On va quand même revenir vers l'entreprise pour s'assurer que la personne était bien inscrite à Pôle emploi. Et si tel est le cas, on va lui demander là, pour avoir un contrôle supplémentaire, on va lui demander l'attestation Pôle emploi, déjà pour bien vérifier qu'elle était inscrite à Pôle emploi lors de la conclusion du contrat et pour vérifier aussi la durée d'inscription. Parce que, comme l'a rappelé Élise, dans certains cas, ce qu'on appelle les publics prioritaires, un public prioritaire, ça va être une personne qui est inscrite depuis au moins 12 mois. Pour une personne qui est inscrite depuis au moins 12 mois, dans une entreprise qui relève de la métallurgie, par exemple, le niveau de financement est plus élevé qu'une personne
qui n'est pas reconnu comme public prioritaire. Donc, dans ce type de cas, il faut vraiment, oui, vous pouvez déposer l'attestation pour l'emploi, c'est toujours un plus pour réaliser un contrôle de notre côté. Mais quoi qu'il en soit, nous, on vous la demandera si toutefois l'information qui est obligatoire pour les personnes étudiantes qui indique que la personne doit être inscrite pour l'emploi, si ce n'est pas renseigné tel quel sur le CERFA, nous, on va vous la réclamer derrière avant de valider le contrat. Et si toutefois il s'avère qu'après un contrôle, c'est-à-dire un simple contrôle, lorsque nous, on voit que la personne n'est pas inscrite à Pôle emploi alors qu'elle a plus de 26 ans, et s'il s'avère que ce n'est définitivement pas le cas, c'est-à-dire que vous n'avez pas de quoi, l'entreprise n'a pas de quoi justifier l'inscription à Pôle emploi, dans ce cas-là, de notre côté, on va procéder à un refus obligatoire. Voilà, on n'a pas le choix là-dessus, puisque c'est vraiment une règle qui est propre au Code du travail. Et je vous invite à vérifier à chaque fois ce point-là, parce que ça invalide le contrat d'un point de vue purement légal. Le fait que la personne ne soit pas inscrite à Pôle emploi alors qu'elle a plus de 26 ans, ben en fait, elle ne peut pas conclure un contrat de professionnalisation. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à s'assurer de l'inscription à Pôle emploi lorsque vous recrutez une personne de plus de 26 ans en contrat de professionnalisation. Voilà, sinon, ben ça rend le contrat non conforme d'un point de vue purement légal. J'ai vu à plusieurs reprises que vous demandiez pour les replays, etc. Ils seront disponibles ultérieurement sur notre site Mon Compte 2i. Donc, n'hésitez pas à y retourner de temps en temps, où vous aurez du coup l'ensemble des webinaires des mardis d'alternance qui seront disponibles sur notre site directement. Vous allez pouvoir du coup consulter les replays. Je vois que ça faisait partie de pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site où il y a pas mal d'informations et notamment donc l'ensemble des replays. Alors, ils ne seront pas mis en instantané, hein, il faut qu'ils soient. C'est le service communication qui les met au fur et à mesure de la réalisation des webinaires. Là, je vois une autre question. Doit-on changer, lors d'un changement de tuteur, doit-on faire un avenant? La réponse est oui. Donc, via un formulaire CERFA classique, donc en indiquant type de contrat, code 30, toutes les informations du CERFA doivent être type CERFA initialement signé. La seule différence va être donc le type de contrat ou d'avenant, ce sera le code 30, et il faudra procéder aux modifications des informations du tuteur, donc renseigner le nom et prénom, la date de naissance et la fonction occupée du nouveau tuteur, voilà, et transmettre l'avenant signé des deux parties à votre conseiller ou à votre gestionnaire de l'OPCO 2i. Il y a une question qui revient plusieurs fois, qui peut être intéressante peut-être à traiter en direct parce qu'un peu complexe, du moins à répondre à l'écrit, enfin sans faire de trop longues réponses, qui est quelle est la différence entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage? Ah, c'est une excellente question. En fait, ces deux contrats sont ce qu'on appelle un contrat en alternance. C'est-à-dire qu'en France, il existe deux types de contrats en alternance. C'est le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Alors, d'un point de vue historique, le contrat d'apprentissage, il a été mis en place pour viser ce qu'on appelle un diplôme. Quand je parle d'un diplôme, c'est un diplôme dans le cadre d'une formation initiale. Alors que le contrat de professionnalisation, il a été mis en place plutôt pour viser ce qu'on appelle une certification professionnelle en complément d'un diplôme. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'esprit initial de départ, sachant que maintenant, d'un point de vue purement législatif, on se rend compte que les deux types de contrats se rejoignent d'une part dans l'objectif, puisque un contrat d'apprentissage, un contrat de pro, les deux peuvent viser un titre ou diplôme inscrit au RNCP, sachant que le contrat d'apprentissage ne peut viser qu'un titre ou diplôme inscrit au RNCP. Voilà, il ne peut pas viser un CQP, un certificat de qualification professionnelle, ou une qualification reconnue dans une convention collective. Le contrat de pro peut viser un titre ou diplôme inscrit au RNCP, mais il peut aussi viser un CQP, un certificat de qualification professionnelle de branche, une qualification reconnue dans une convention collective de branche également. Et il peut viser également à titre expérimental ce qu'on appelle des compétences définies par l'employeur et l'OPCO 2i. Donc c'est un dispositif particulier qui s'appelle le contrat de pro expérimental, donc qui est valable jusqu'à la fin de l'année 2023. On ne sait pas s'il sera reconduit ou pas. Donc voilà, après la différence entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, ça va être la durée, puisqu'un contrat d'apprentissage peut varier entre 6 mois et 36 mois. Un contrat de professionnalisation, c'est entre 6 mois et 24 mois maximum. Ça peut aller jusqu'à 36 mois, mais vraiment sous dérogation. Quand on parlait de dérogation, mais ça va être un public prioritaire, une personne qui est inscrite depuis
au moins 12 mois pour l'emploi et qui n'est pas éligible au contrat d'apprentissage. Voilà, puisqu'après, autre type d'éligibilité entre les deux contrats, c'est que le contrat d'apprentissage est ouvert aux personnes de moins de 30 ans uniquement. Le contrat de professionnalisation, c'est ouvert aux personnes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Voilà, donc c'est sur un public un peu plus large. Mais c'est vrai que les deux types de contrats, c'est ce qu'on appelle un contrat en alternance. Ces deux contrats, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, sont deux types de contrats en alternance. Voilà. Là, il va y avoir des différences au niveau du type de public éligible, au niveau de la durée, au niveau de l'objectif, et aussi, j'ai oublié de le préciser, au niveau du nombre d'heures, puisque le contrat de professionnalisation prévoit un nombre d'heures de formation théorique compris entre 15 et 25% de la durée du contrat. Ça peut aller jusqu'à 50% sous dérogation. Le contrat d'apprentissage doit prévoir au minimum 25% de temps de formation par rapport à la durée de contrat. Donc, si je prends en compte une durée de contrat sur 1 an pour un contrat d'apprentissage, en gros, il faut qu'il y ait minimum 400 heures de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Avec un contrat de professionnalisation, si je prends en compte juste le code du travail, un contrat de pro doit prévoir maximum 400 heures de formation pour un contrat de pro d'une durée d'1 an. Voilà. Mais quoi qu'il en Maxime, soit, sur le site de l'OPCO 2I, vous avez un explicatif là-dessus, justement, qui explique la différence entre les deux types de contrats. Oui, Élise? non, c'est Marjorie, pardon Maxime. Pardon, Marjorie. Une question à laquelle on n'a pas donné de réponse, donc de Amélie Carrit. Quelles sont les conséquences si le dossier est refusé? Alors, quelles sont les conséquences si le dossier est refusé? C'est une requalification en contrat de droit commun. C'est-à-dire, c'est un CDI si l'entreprise ne signe aucun document. Et après, si le contrat est vraiment refusé, il faudra que l'employeur requalifie le contrat. Donc, soit un CDD classique, soit un CDI. Après, il faut savoir que quand l'OPCO refuse le contrat, c'est qu'il est motivé par un motif juridique. Voilà, c'est absolument pas arbitraire, c'est qu'il y a vraiment un motif juridique derrière. Donc, comme l'a rappelé Élise, un des points essentiels du contrat, ça va être la durée. Si on reçoit un contrat de professionnalisation d'une durée de 36 mois, ça, c'est un élément bloquant. Un contrat de professionnalisation pour une personne qui a 30 ans mais qui n'est pas inscrite à Pôle emploi, c'est un élément bloquant, donc c'est un refus. Un contrat de professionnalisation qui vise un titre ou diplôme, mais qui n'est pas inscrit au RNCP, c'est-à-dire qui n'est pas inscrit au RNCP, surtout qui n'est pas actif lors de la conclusion du contrat, là aussi, c'est un motif de rupture, tout simplement parce que le contrat est non conforme. Voilà. Pour le contrat d'apprentissage, ça va être la même chose. Il faut aussi que le contrat d'apprentissage vise un titre ou diplôme inscrit au RNCP et surtout qu'il doit être actif lors de la conclusion du contrat. Je prends le cas d'un titre RNCP, non pas forcément un diplôme d'État, mais un diplôme d'État est obligatoirement inscrit, et de droit, inscrit au RNCP, mais un titre enregistré sur demande au RNCP, le répertoire national de la certification professionnelle, il est enregistré pour une durée limitée. Voilà. Ce qui fait que l'autorité qui délivre le titre doit faire la demande de renouvellement, d'enregistrement de son titre auprès de France Compétences. Voilà. Si elle ne l'a pas fait ou s'il est en cours lors de la conclusion du contrat, c'est un motif de refus. Il faut obligatoirement que l'objectif du contrat, c'est-à-dire le titre ou diplôme, soit inscrit au RNCP et valide lors de la conclusion du contrat. Voilà, et si l'OPCO refuse définitivement l'enregistrement du contrat ainsi que son financement, c'est une requalification de droit commun. Donc après, l'entreprise doit faire les démarches, soit pour conclure un CDD classique ou un CDI. Si elle ne fait aucune démarche, le contrat est requalifié de fait en CDI. Vous voulez rajouter un autre élément, Élise? Non, 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 non. Parfait, 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 Maxime, j'aurais pas dit mieux. Non, je vois qu'il y a des questions concernant la prise en charge. Oui. Alors effectivement, il y a des différences entre les prises en charge puisque dans le contrat d'apprentissage, vous avez un forfait en fait qui est établi par France Compétences en lien avec les branches professionnelles. Dans le cas du contrat de professionnalisation, on va financer par rapport à un nombre d'heures réalisées. Et donc du coup, effectivement, le coût, de formation va être défini par les organismes de formation et là, je vous invite à négocier vos coûts de formation puisque c'est un achat. Donc, vous pouvez très bien négocier vos coûts de formation. Et nous, on va financer par rapport à un barème est toujours lié à votre branche professionnelle. Donc, il se peut qu'une entreprise, enfin que 2 entreprises appartenant à l'OPCO 2I n'aient pas forcément la même prise en charge pour un même diplôme.
puisque du coup, selon la branche à laquelle va appartenir l'une ou l'autre des entreprises, elle va être plus ou moins accompagnée, puisque ça va être plus ou moins une priorité de branche. Et donc nous, comme vous disait Maxime tout à l'heure, nous, on va payer que la présence, pas l'absence. Donc si votre jeune est absent en entreprise, en organisme de formation, pardon, dans ce cas, l'organisme peut très bien vous facturer à vous directement l'absence, puisque nous, on ne la payera pas. Puisqu'on contrôle en fait chaque heure de formation pour réaliser le paiement de la facture. C'est la grosse financière, quoi. Ouais, d'ailleurs, pour ajouter un élément de réponse à ce que tu dis, Élise, c'est vrai que sur le contrat de professionnalisation, on est sur un financement qui est fixé selon un taux horaire et qui est fixé annuellement par votre branche professionnelle à laquelle votre entreprise est rattachée. Et il faut savoir que l'OPCO, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ne va financer que les heures de présence réalisées dans le contrat de professionnalisation, c'est-à-dire entre les dates du contrat de professionnalisation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez, on l'a rappelé lors de notre présentation, un contrat de professionnalisation, la formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ne peut pas commencer avant le démarrage du contrat. C'est possible dans le cadre du contrat d'apprentissage, mais pas dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc, si toutefois vous rencontrez un alternant qui a déjà commencé sa formation avant de commencer son contrat de professionnalisation au sein de notre entreprise, il faudra automatiquement que le centre de formation déduise le nombre d'heures réalisées avant le démarrage du contrat et qui n'inclut que les heures de formation incluses entre les dates du contrat. Et nous, on partira sur une base de financement en prenant les heures de formation à prévoir, à réaliser entre les dates du contrat. Et si jamais il y a une absence sur le temps de formation pendant la durée du contrat, nous, on ne la financera pas. Et le centre de formation peut être amené à vous facturer l'absence. Et pareil, en cas de rupture de contrat, l'OPCO ne financera plus à partir de la date effective de rupture du contrat. Alors après, il faudra vérifier si, dans certains cas, l'organisme de formation peut vous demander une facturation alors que peut vous demander le paiement des heures de formation alors que le contrat est rompu. Donc là, il faudra vérifier la convention de formation et les clauses que vous avez négociées avec le centre de formation parce que théoriquement, je dis bien théoriquement, le centre de formation, à partir du moment où le contrat a été rompu, c'est que la formation est rompue également. Il faut savoir que dans le cadre d'un contrat, contrairement à l'apprentissage où l'apprenti peut poursuivre sa formation et rechercher une nouvelle entreprise d'accueil, dans le cadre d'un contrat de pro, s'ils rompent le contrat, ils rompt automatiquement aussi sa formation. Et dans ce cas-là, le centre de formation ne peut pas vous facturer des heures de formation. Là, on n'est même plus sur des heures d'absence, on est sur le cas où le contrat est définitivement rompu. Donc là, il n'y a plus d'absence aussi puisque la formation est terminée. Donc dans ce cadre-là, le centre de formation ne peut vous facturer des heures qu'il n'a pas à réaliser. Voilà. Je vois une nouvelle question sur si le titre est en cours d'enregistrement RNCP, est-il possible de réaliser un contrat de pro? La réponse est non. Votre titre RNCP doit être en cours. Il doit être actif. Il faut vraiment aller dans la fiche. Oui, exactement. Il faut aller dans la fiche RNCP. Tout à fait. Il sur doit le être site, actif en fait. Lors de la conclusion du contrat. Exactement. S'il n'est pas actif, le contrat sera refusé. C'est un point de vigilance très important. Ouais. C'est un point de vigilance très important et on a refusé, alors on n'en a pas refusé beaucoup, mais on en a refusé quelques-uns dont le titre était inactif lors de la conclusion du contrat. Alors le certificateur a beau dire qu'il a fait une demande de renouvellement auprès de France Compétences pour enregistrer son titre, s'il n'est pas actif lors de la conclusion, le contrat n'est définitivement pas valable. Voilà. Il n'est juridiquement pas valable. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est vraiment au certificateur en lui-même, c'est-à-dire c'est le centre de formation qui délivre le titre, c'est à lui de faire les démarches pour faire enregistrer ou faire renouveler son titre au niveau du RNCP. Sinon, il ne peut même pas, d'un point de vue même juridique, il ne peut même pas proposer des candidats à l'alternance s'il n'a pas renouvelé son titre. Après, si par exemple on a le cas de titres inscrits au RNCP qui deviennent inactifs pendant l'exécution du contrat, là, ça ne remettra pas en cause le financement et la validité du contrat puisque le titre était actif lors de la conclusion du contrat. Voilà. Nous, là, ce dont on parle, c'est vraiment le cas où un titre est vraiment inactif lors de la conclusion du contrat. C'est-à-dire, et souvent, la conclusion, le contrat peut se conclure avant le démarrage. Donc là, voilà, si le titre est vraiment inactif
à la conclusion du contrat, là, le contrat n'est définitivement pas valable. Il est vraiment non conforme. Même pour le cas de, je complète, Maxime, ta question, parce qu'on a à nouveau, même si c'est un titre en création, d'autant plus en fait. Tout à fait, oui, Il faut tout à fait. vraiment qu'il soit RNCP, qu'il soit en création, qu'il soit en cours de renouvellement, qu'il soit en quoi que ce soit. S'il n'est pas inscrit au RNCP, l'objectif même du contrat de professionnalisation n'est pas réuni et donc n'est pas légal. Vous ne pouvez pas établir un contrat de professionnalisation en mettant que c'est un titre RNCP, sachant que ce n'en est pas un. Voilà, parce Donc qu'après, légalement, juridiquement, ça n'a aucun lien. Ouais. Il faut absolument D'ailleurs, qu'il nous, on soit va RNCP. s'assurer à chaque fois. Exactement. Exactement. Et C'est un d'ailleurs, contrôle qui est fait par nos gestionnaires dans chaque région et on contrôle que le titre est toujours bien RNCP. voilà, donc ça, on rappelle cette règle-là sur cette slide-là et vous avez dessus le lien de France Compétences, vraiment pour rechercher le titre RNCP. Donc, pour rechercher un code RNCP, il faut aller sur le site France Compétences, donc c'est www.francecompétences avec un s à la fin.fr, et il faut aussi se munir du code RNCP. Donc ça, c'est une information qu'il faut systématiquement demander à votre candidat qui rechercherait une alternance au sein de votre entreprise. Il faut systématiquement lui demander le code RNCP du titre ou diplôme qui vise. Et dans ce cas-là, en général, le code RNCP, c'est un code à 4 ou 5 chiffres, bien souvent. Donc, je vous invite vraiment, avant de valider votre embauche et votre recrutement, à vérifier systématiquement la validité du titre. Voilà, donc pour ça, il faut se prémunir du code RNCP, aller sur le site de France Compétences. Une fois que vous êtes sur le site de France Compétences, vous recherchez, il y a un onglet qui s'appelle « Rechercher une certification ». Là, vous avez une barre de recherche et dans la barre de recherche, vous renseignez le code RNCP, donc à 4 ou 5 chiffres. Vous cliquez sur la loupe et là, ça va vous donner le lien vers la fiche RNCP. Et donc, il faut rentrer dans le lien de la fiche RNCP. Là, ça vous dit si le titre est actif ou non. Donc, souvent, il y a marqué inactif ou actif. Et vous pouvez même regarder dans la fiche RNCP la durée de fin de validité du titre, puisque un titre a toujours une fin de validité, puisque une validité de titre, ça varie entre 1 an et 5 ans. Ça dépend en fait de ce qu'a décidé France Compétences par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, la fin de validité du titre est toujours renseignée par la date. Il y a toujours une date de fin indiquée sur une fiche RNCP. Donc ça, la date de fin de validité, vous pouvez la trouver directement en haut de la fiche RNCP. Alors là, je vois une autre question en parallèle. Comment vérifier si la formation est labellisée Calliope? Alors, ce n'est pas une formation qui doit être labellisée Calliope. Là, c'est le centre de formation. Quand on parle d'un titre RNCP, là, pour le coup, là, c'est la formation qui bénéficie d'un enregistrement au RNCP et non pas le centre de formation. Là, pour le label Calliope, ça, pour le coup, ça, c'est le centre de formation qui doit obligatoirement avoir la certification Calliope. La certification Calliope, elle n'est pas donnée à une formation, mais à un centre de formation. Voilà. Donc ça, c'est un élément, oui, par contre, qui est obligatoire pour que, en plus d'avoir un enregistrement actif au RNCP pour le titre ou diplôme visé, le centre de formation doit avoir la certification Calliope s'il souhaite bénéficier ce qu'on appelle de 1 euro de financement public. Voilà. S'il n'a pas fait les démarches pour être labellisé Calliope, il ne peut pas il peut dispenser de la formation, néanmoins, il ne pourra pas dispenser de la formation et pour bénéficier du financement public de la part des OPCO, de la part des régions, de la part de Pôle emploi. Voilà. La labellisation Calliope, qui a été rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2022, nécessite que le centre de formation ait fait les démarches pour être labellisé et qu'ensuite il puisse vendre de la formation qui permettent un financement public. Voilà. Alors, je suis en train de voir les questions que l'on a. On va prendre une dernière question, Maxime, parce que du coup, là, le temps avance et il ne faudrait pas qu'on dépasse de trop à la finale. Je vois une dernière question. On arrive à la fin du délai imparti. On peut bénéficier d'une souplesse date de début, date de fin. Donc, la souplesse peut, pour un contrat de professionnalisation, ça peut être 2 mois au plus tôt avant le démarrage de l'action de formation et elle peut se terminer maximum 2 mois après l'obtention de la certification. Cette souplesse ne s'applique pas pour les CQP, puisque la souplesse n'est que pour 1 mois concernant les CQP, alors que pour tous les autres titres, vous pouvez avoir 2 mois. Et la souplesse s'applique aussi bien avant le contrat qu'après le contrat. Alors attention, parce qu'il y a des règles qui font que pour certaines branches, on va vous conseiller peut-être
de ne pas appliquer cette souplesse pour éviter de mettre des contrats dérogatoires et non dérogatoires, mais ça, c'est pour des particularités de branche. Donc, faut pas hésiter à prendre contact avec votre conseiller formation qui est disponible et qui va pouvoir vous faire un chiffrage pour optimiser au mieux la prise en charge par rapport à la durée de votre contrat. Bien entendu, vous pouvez utiliser les 2 souplesses, 2 mois avant, 2 mois après. Ou l'une et l'autre. Tout en sachant que la durée du contrat de professionnalisation est limitée à 24 mois aussi. Voilà, même Exact. en faisant preuve de Tout cette à fait. souplesse. Il faut bien inclure les règles en prenant votre souplesse. Donc après, pour Tout les à cas fait. vraiment particuliers, on vous invite fortement à contacter votre conseiller ou votre gestionnaire pour les contrats en cours. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à solliciter l'OPCO 2I. On est vraiment là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos problématiques de recrutement et surtout dans vos projets de recrutement en alternance, que ce soit apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc, on va terminer là-dessus. Donc, je vous remercie de votre participation et nous vous invitons au prochain webinaire qui se tiendra la semaine prochaine, le 4 avril. Voilà. Donc, nous vous remercions fortement. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Julie. Merci, Maxime. Merci, Ophi Et également, qui était dans le chat. voilà. Nous remercions fortement Julie et Marjorie qui nous ont accompagnés lors de cette présentation. Voilà. Et donc, vous retrouverez ce webinaire donc, dans le cadre d'un replay qui sera bientôt disponible sur le site de l'OPCO 2I. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur notre site internet pour avoir toutes les informations. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On vous dit à très bientôt et prenez rendez-vous pour notre prochain webinaire qui aura lieu mardi prochain. Voilà. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.